Alors, donc bonsoir à tous, bonsoir au public, du serveur du Cercle Aristote, merci de votre invitation. Donc ce soir, je vais vous parler, de la géographie du loup. Je vous invite à vous rendre dans le canal événements pour, accéder à mon blog, pour avoir le texte que je vais commenter, hein, qui est, à télécharger. Donc, je suis sur le texte. Alors, cette histoire de géographie du loup, ça pourrait sembler un sujet à première vue un petit peu banal, un petit peu simple. On se demande de quoi on va parler ce soir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que je vais vous présenter, ce n'est pas une réflexion sur le loup qui serait de nature zoologique. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas l'étudier comme le ferait un naturaliste ou un spécialiste des sciences naturelles. Je ne vais pas vous parler de son mode de vie, sa reproduction, pourquoi c'est un animal hiérarchique. Voilà. C'est pas le loup en tant qu'être vivant qui va être mon sujet, et c'est pas non plus la relation du loup avec son environnement naturel, quelle est sa place dans une chaîne alimentaire d'un endroit quelconque. Ça, ce serait plutôt des questions pour les spécialistes de sciences naturelles, et là, je vais vous faire une approche géographique du sujet de le loup français. Faire une approche géographique, ça veut dire qu'on va s'intéresser à la manière dont le loup, la présence du loup, réelle ou supposée, eh bien, est un facteur qui transforme l'organisation de l'espace des sociétés humaines, puisque c'est bien ça qu'étudie le géographe. Donc, on va voir ensemble que cette histoire de loup, eh bien, c'est ce qu'on pourrait appeler de façon peut-être un petit peu excessive, mais néanmoins provocatrice pour l'esprit, un fait social total, parce que la présence du loup implique à la fois des intérêts économiques et politiques, des pratiques, notamment des discours qui sont tenus sur le loup, et dans ce que je vais vous présenter, il y aura pas mal de discours de différents acteurs qui seront interrogés et critiqués. Mais ça met aussi en jeu, le loup, évidemment, des représentations et des croyances qui ont une longue histoire culturelle, comme ça a été dit dans l'introduction. Il existe d'ailleurs plusieurs ouvrages sur les recherches historiques sur la perception du loup à travers l'histoire. C'est un sujet qui intéresse les historiens, et peut-être de plus en plus dans nos sociétés où la réflexion sur la relation de l'homme à l'animal devient quelque chose de plus présent dans les débats publics. Donc c'est un animal qui active évidemment un imaginaire riche, qui nous rattache notamment à l'Antiquité romaine avec la symbolique de la louve qui nourrit Romulus et Rémus dans la mythologie romaine, évidemment. Mais ce dont il va s'agir ce soir, c'est vraiment d'une approche géographique. Donc on va essayer de voir en quoi la présence du loup est un facteur qui participe à la modification des espaces ruraux dans lesquels il se situe, et en quoi ça peut être un facteur de conflit qui peut justifier de relever d'une forme d'analyse géographique qu'on qualifierait de géopolitique. Alors la géopolitique, ça aurait pu être un sujet en soi de conférence sur qu'est-ce que c'est exactement, mais bon, une définition relativement simple que j'ai pu trouver, c'est celle de Pascal Gauchon, qui nous dit que avoir une approche géopolitique, c'est s'intéresser à l'étude des rapports de force dans l'espace. Donc on va voir en quoi le loup est au cœur de différents conflits. C'est un peu cet angle-là que je vais privilégier. Comment influence-t-il la société française contemporaine ? Qu'est-ce qu'il met en jeu ? Qu'est-ce qu'il met en lumière dans le fonctionnement de certains territoires ? Donc faire une géographie du loup, en résumé, ça va être de se demander comment les effets de sa présence, perçus au réel, modifient l'organisation de l'espace des sociétés humaines et les rapports de force qui les structurent. Ça, c'est ma problématique de ce soir. Et je ne sais pas si ça se voit bien sur la capture ou sur le texte que vous suivez en même temps que moi. Je suis en bas de la page 2, mais l'un des principaux auteurs sur lesquels je vais m'appuyer pour faire cet exposé, parce que je ne suis évidemment pas un spécialiste du sujet, c'est Farid Benhamou, qui est un chercheur français, un géographe, qui a fait sa thèse sur les prédateurs, et notamment le loup et l'ours, une thèse de géographie. Donc c'est beaucoup des articles de lui dont je vais me servir pour mon exposé. Alors, on arrive en page 3. Quelques petites remarques géohistoriques préalables sur le peuplement contemporain du loup.
Il faut savoir que le loup avait disparu de France après des siècles de présence au cours des Trente Glorieuses, et qu'il est réapparu pour la première fois le 5 novembre 1992. C'est la première fois qu'on a observé à nouveau des loups en France dans le parc national du Mercantour, dans les Alpes-Maritimes. Et en fait, ces loups proviennent de la population italienne, parce que le loup italien est en expansion depuis 1973 en raison de mesures législatives qui visent à préserver cet animal. Donc les loups français qui vivent actuellement en France, en fait, on pourrait dire que c'est des loups immigrés à l'origine. Hein. C'est des loups qui nous viennent d'Italie. C'est pas le loup français des temps anciens qui lui avait disparu. Hein. Le retour du loup se fait par des migrations qui viennent de l'Italie. Alors depuis ces 30 dernières années, on a une prolifération de la quantité de loups. Donc là, normalement, vous avez à l'écran, en bas de la page 3, une carte qui vous montre le peuplement du loup par département, me semble-t-il. Et on voit bien dans le dégradé de couleurs que c'est vraiment du côté des Alpes et voilà, de cette partie de la France qui se sont propagés dès le départ, qui sont les plus nombreux, les plus présents. Et puis ensuite, ils se sont déplacés et on a un peuplement de loups qui commence à s'installer dans le sud-est et dans l'est de la France. Et donc il faut savoir que le loup, c'est un animal qui se déplace rapidement, donc il peut comment dirais-je, être aperçu dans des territoires où il ne réside pas de manière permanente, hein, parce qu'il a une capacité à traverser les ruisseaux, les cours d'eau, les forêts, voilà, qui est assez remarquable. Et donc, par rapport à ce point de départ de diffusion, on a repéré en 2020, pour la première fois, un loup en Normandie. Donc quand même tout à fait à l'opposé de son point de diffusion initial, et c'est la première fois depuis 100 ans qu'on voit un loup en Normandie. Donc c'est pas considéré comme une zone où ils sont spécialement présents, mais ça vous montre qu'il commence à avoir des circulations dans des parties de plus en plus éloignées de son point de diffusion d'origine. Ok, donc ça c'est les bases historiques du sujet. Donc un animal rapide, qui est un animal transfrontalier, donc des fois on ne sait pas bien si c'est vraiment un loup qui est plutôt principalement présent en français ou plutôt un loup italien. Des fois il y en a qui se déplacent d'une partie à l'autre de la frontière, évidemment. Les facteurs qui font que le peuplement du loup augmente, c'est des facteurs institutionnels. Donc j'ai parlé du cas italien, mais la France est aussi concernée par ce type-là de législation, puisque l'État français a signé la Convention de Berne sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe en 1979, et elle l'a ratifiée 10 ans plus tard, en 1989. Elle est également sous l'empire, si on peut dire, de la Direction européenne Habitat et de la Convention de Washington, donc voilà, différents textes législatifs sur la protection des mammifères. Et alors le loup est quand même particulièrement bien protégé, du fait qu'il avait disparu et du fait que c'est un animal qui reste quand même relativement rare. Voilà. Dans la législation française actuelle, il fait l'objet d'une interdiction totale de détention, de capture, de mise à mort intentionnelle et de perturbation intentionnelle. Donc c'est un animal qu'on cherche quand même à préserver du point de vue de l'État. Alors il est intéressant de se dire que cette législation nouvelle sur le loup vient des années 80-90, au cours desquelles la gauche française, ou en tout cas le Parti socialiste, a voulu mettre en place une stratégie pour se démarquer de la mise en valeur des régions rurales de montagne qui avait été celle des gouvernements de droite de la période gaulliste précédente. Les gouvernements des années 60 étaient dans une optique beaucoup plus de modernisation, croissance économique, état planificateur, enfin c'était les 30 glorieuses, alors que dans les années 80-90, on va avoir une politique différente vis-à-vis du développement des zones rurales de montagne, qui va plutôt mettre l'accent sur la préservation et l'adaptation du milieu. Il y a une prise de conscience écologique, etc. Donc la conservation du loup par des mesures législatives, ça s'inscrit dans ce nouveau contexte politique. Alors il y a aussi des facteurs socio-territoriaux et écologiques qui expliquent que le loup peut de nouveau se
propagés, qui sont la diminution de l'usage et de la modification du milieu par les activités humaines. Donc on a des aires protégées alpines qui vont être des zones délimitées pour favoriser la possibilité pour que les espèces sauvages puissent s'y implanter à leur guise. Donc c'est des zones qui parfois aussi ont été, pendant une période passée, marquées par certaines formes d'agriculture ou d'élevage qui peuvent connaître des déclins, voilà, qui laissent finalement une certaine, un ensauvagement ou une renaturalisation de certains territoires, dont le loup est l'un des marqueurs. Alors, ces mesures de protection ne sont pas neutres car elles s'inscrivent dans un contexte de mobilisation sociale et politique qu'on peut qualifier de lycophile. Lycophile, c'est l'amour du loup, la sympathie pour le loup. Alors, grand 2 de mon plan, les lycophilies du romantisme urbain au pragmatisme économique et environnemental. Alors, pour comprendre comment le loup peut être défendu et protégé, y compris par des mesures législatives, il faut s'intéresser aux attitudes mentales, si vous voulez, des individus. Et ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que le loup est un enjeu esthétique dans le monde urbain. En tout cas, c'est mon interprétation. Il y a une part de subjectivité dans ce que je vais dire, mais moi je pense que ce qui fait qu'on cherche spécialement à protéger le loup par rapport à d'autres espèces ou d'autres animaux, voilà, ce qui fait qu'il y a un intérêt particulier, c'est qu'il est considéré par des populations qui en France sont majoritairement urbaines depuis 1930, les villes sont plus peuplées que les campagnes depuis longtemps. Pour les populations urbaines, bien, le loup a une puissance esthétique qui est liée à son exotisme, au fait qu'il est rare, il avait même disparu pendant une période, donc même actuellement, voilà, c'est un animal sauvage rare, donc il a une aura particulière du fait de cette rareté. Et pour les gens des villes qui n'en font pas l'expérience dans la plupart de leur temps de vie, le loup a une puissance esthétique, il frappe l'imaginaire, si vous voulez, des individus, il peut être fantasmé, il peut être poétisé, c'est un symbole de la nature sauvage, du réenchantement du monde, qui possède une capacité à marquer les esprits, à susciter une sympathie de type esthétique. En tout cas, moi, c'est ça que je pense être l'une des raisons qui peut sous-tendre ces évolutions législatives et les phénomènes qu'on va voir. Et je vais parler de mon exemple personnel pour le justifier, mais je pense que ça pourrait se généraliser à un certain nombre d'autres individus. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a plus ou moins toujours vécu en ville, et principalement en Île-de-France, donc une région très fortement urbanisée et très peuplée. Et je dirais volontiers que le loup, c'est mon animal préféré, parce qu'effectivement, je suis très sensible à sa force symbolique. Mais tout le paradoxe, c'est que c'est un animal que je n'ai jamais vraiment vu. Et je pense que mon cas est généralisable à pas mal de gens, en fait. C'est-à-dire que ça suscite d'autant plus une sorte de fascination qu'en fait, on ne le connaît pas. Donc il est exotique, il est lointain, il est mystérieux. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne, me semble-t-il, dans la psychologie des individus. Donc ça, c'est une des raisons qui peut motiver le souci de la conservation du loup, le souci de sa protection, la lycophilie, comme je viens de le décrire, c'est la raison esthétique. Mais pour les gens qui vivent justement dans ces régions rurales où on va beaucoup plus trouver les loups factuellement, c'est aussi un enjeu économique à l'échelle locale. En effet, à rebours de la motivation précédente, qui était surtout un peu romantique, le loup peut présenter des avantages très concrets. Et contrairement à ce qu'essayent de faire croire ses opposants, la défense du loup n'est pas le monopole d'écolos bobos parisiens, entre guillemets, qui seraient coupés de la réalité sociale parfois âpre des territoires ruraux de montagne. Il y a des acteurs locaux, notamment dans les Alpes, qui sont tout à fait partisans du retour du loup. Et ce sont notamment des acteurs du secteur touristique. Alors pourquoi c'est un enjeu économique pour le secteur touristique de favoriser la réimplantation du loup ? Eh bien parce que dans une perspective touristique, dans une perspective économique, le loup ça peut être une ressource. En effet, être implanté dans un territoire où il y a un loup, ou des loups,
ou dans lequel il pourrait y en avoir, dans lequel on peut laisser supposer que ce serait un territoire avec des loups, hein, eh bien, c'est un levier pour vendre un service touristique qui est frappé du coin de l'authenticité. Ça permet d'offrir à des touristes qui sont largement urbains, qu'ils soient français ou étrangers, la promesse de l'exploration d'un espace de ruralité qui est préservé, qui est sauvage, ou en tout cas qui est vendu comme tel. Hein. Ça fait tout de suite sauvage, quoi, de dire qu'il y a un loup, quoi. Je pense que vous le comprenez très très facilement. Donc, c'est un enjeu économique pour le tourisme. Et je vais vous en donner un cas concret tout de suite grâce à ce qui s'affiche à l'image. Donc, je suis en bas de la page 6. J'ai un petit peu étudié le cas du parc national de la Vanoise, donc, qui se situe en Savoie. Et dans la périphérie de celui-ci, si vous regardez la carte, là, je parle d'un point qui est indiqué en rouge, qui est un petit peu au nord-est par rapport à Chambéry et qui est à l'ouest par rapport à Albertville. Donc, dans ces zones-là de montagne qui ne sont pas traversées par les routes, parce que vous doutez bien qu'ils ont fait les routes dans les vallées et pas là où c'est escarpé, quoi. Pile là où le point est indiqué, hein, on a un sympathique petit restaurant d'alpage au cœur de la forêt savoyarde qui s'appelle le Chalet du Loup. Et donc c'est pas un choix de dénomination qui a été fait par hasard. Hein. Donc ce petit chalet, entre parenthèses, je suis allé regarder un petit peu les prix. Menu adulte 42 à 72 €, donc sans être spécialiste, il me semble que c'est relativement cher pour un repas. Hein. C'est pas n'importe quelle clientèle non plus peut-être qui va dans ce coin-là. Bon. Quoi qu'il en soit, si dans cet endroit dont vous aurez bien noté qu'on est donc en Savoie, on est donc bien dans ces Alpes et ce sud-est du territoire français, on est proche de la frontière italienne, on est donc proche de la zone de diffusion du loup dès le départ et de la zone où il est le plus présent. Donc c'est assez prévisible et logique finalement qu'on trouve. Alors c'est un exemple, hein, peut-être qu'il y en a d'autres, je n'ai pas fait la liste de tous les restaurants du coin. Hein, mais on a un chalet de montagne qui fait restaurant qui s'est appelé le Chalet du Loup. Et ça va tout à fait dans le sens de mon propos précédent, qui est de dire, s'ils ont choisi cette appellation-là pour leur chalet, c'est probablement que le loup a une connotation symbolique. Ça permet de dire, regardez, venez chez nous, c'est vraiment sauvage. La preuve, il y a des loups. Et donc c'est un enjeu touristique, c'est un enjeu pour faire venir de la clientèle. C'est un enjeu économique à cette échelle, à l'échelle locale. Donc je passe la page 7, en page 7. On peut donc présumer qu'il y a toute une gamme d'acteurs locaux, hôtels, gîtes, chambres d'hôtes, guides de montagne, voire camping ou stations de ski, qui perçoivent d'un bon œil le retour du loup, voire qui orientent leur implantation-investissement en tenant compte de ce paramètre. Ça peut devenir un véritable atout pour un territoire rural, qui ait des loups à proximité, parce que les acteurs du secteur touristique vont se dire que ça donne un cachet, voilà, une aura qui va être bienvenue quand il s'agira d'attirer de la clientèle. Et donc au désir de loup essentiellement urbain répond une offre de loup, entre guillemets, de type commercial, ce qui nous montre donc que la présence du loup peut s'avérer ce que les géographes appelleraient un opérateur spatial, c'est-à-dire que c'est un facteur qui participe de la modification des territoires, et en l'occurrence, ça participe d'une dynamique de touristification, c'est-à-dire de développement du secteur touristique dans l'économie d'un lieu, quoi. Laquelle touristification est typique de la recomposition des espaces ruraux français survenus au cours des 30 dernières années. Hein, les espaces ruraux voient la part de la population employée qui travaille dans le secteur touristique augmenter depuis 30 ans. Et donc on cherche à attirer les gens avec des éléments symboliques comme le loup. Alors troisième point qui pourrait faire que le loup serait soutenu ou aurait des défenseurs ou des partisans en France, c'est que le loup peut être perçu comme une sorte, peut être défendu en tout cas comme un atout environnemental. Alors le texte en bas de la page 7, c'est un témoignage d'une correspondante d'une association animaliste, et je trouve son témoignage assez intéressant malgré une certaine naïveté dans le propos, parce que voilà, je vais vous le lire et commenter un petit peu. Je trouve ce texte assez révélateur. Alors cette personne dit à propos du loup: le loup, c'est le symbole même du retour à une vie où chaque être a sa place, les hommes et les animaux.
Avec lui, la nature retrouve sa grandeur. C'est toute la nature qui s'en portera mieux. C'est une espèce qu'on appelle parapluie. Il est essentiel à l'équilibre des espaces. Il y a des régions en France où on note des surpopulations de chamois, de chevreuils, de sangliers qui font de sacrés dégâts. Le loup, il va pouvoir remettre tout ça en ordre. Il représente à lui seul le symbole de la biodiversité retrouvée. C'est pour son bien-être, mais aussi pour le nôtre et celui de nos enfants. Il faut tout faire pour lui permettre de vivre dans nos montagnes. Donc là, la personne qui a dit ça, qui pense ça, elle a vraiment une vision positive du loup, qui n'est ni tellement esthétique, ni tellement motivée par un intérêt économique, mais parce qu'elle lui voit un facteur d'amélioration de l'environnement. Donc finalement, il y a une défense écologique du loup, si vous voulez. C'est un troisième type d'acteur qui peut se mobiliser, donc les associations animalistes ou environnementales, c'est un troisième type d'acteur qui peut être intéressé à la préservation du loup. Alors ces discours écologiques, on les retrouve également à l'échelle nationale, puisque le loup tend à être considéré comme un élément du patrimoine naturel, et même du patrimoine biologique national, dans la formule qu'emploie un dénommé BRAC, dans un rapport de mission interministérielle. Donc même l'État se préoccupe de l'idée que voilà, ça ferait partie des paysages français, du patrimoine français, il faut préserver la présence du loup. Même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment un loup ancestralement français, c'est un loup d'origine italienne. Donc des arguments écologiques en faveur de la réintroduction du loup. On nous dit qu'il permet de réguler la population locale, en plus, voilà, il tue certaines bêtes, mais il les mange pas forcément, ceux qui laissent de la viande pour les vautours, donc avoir des loups, c'est aussi pertinent pour permettre une plus grande installation des rapaces, donc ça a des effets un petit peu en cascade sur toute une chaîne alimentaire. Donc voilà, c'est ce que disait l'intervenante de la revue écologiste, mais on reprend ces arguments-là dans un éditorial de la revue Politiste en 2004 en disant que c'est une espèce parapluie qui fait de la régulation, qui préserve la biodiversité, etc., etc. Et donc là, pour ces acteurs-là mobilisés par des préoccupations environnementales, le loup, c'est aussi une ressource, mais dans une perspective différente, qui n'est pas économique. Il y a donc tout un discours qui est produit sur le loup français, dans des stratégies militantes qui cherchent à en faire un véritable élément du bien public, à le faire reconnaître comme un élément du bien public auprès de la population et des pouvoirs publics. Il s'agit de convaincre que sa préservation est nécessaire pour permettre à la France de rester fidèle à ses engagements internationaux en matière de protection de la biodiversité. Néanmoins, ce discours doit être interrogé, comme on le retrouvera dans la partie suivante. Alors maintenant, je passe dans un grand 3, après avoir montré quels étaient les différents acteurs qui étaient des partisans du loup, on va s'intéresser à ses victimes. Donc parce que c'est bien beau tout ce qui vient d'être dit, mais il y a quand même des problèmes de la présence des loups. Et là, je vais lire un témoignage que là aussi je trouve très parlant d'un éleveur dans le Gard, qui nous dit la chose suivante. C'est quand même pas des gens qui n'ont pas ramassé les cadavres de bêtes qu'ils ont élevés pendant 5 ans qui peuvent causer des dégâts du loup. Voilà, on sent l'agacement dans ce propos. Donc, à contrario du panorama idyllique que j'ai présenté jusqu'ici, on a parlé uniquement des avantages du loup, eh bien, il faut quand même se rendre compte des différents points de vue et du fait que pour d'autres acteurs, le loup est une véritable nuisance pour les activités agro-pastorales dans les espaces de montagne. Alors c'est une menace qui est réelle et qu'on peut chiffrer avec des statistiques publiques, puisque dans les Alpes-Maritimes, c'est la zone la plus attaquée, la plus touchée par les attaques de troupeaux à cause du loup. Et à l'échelle nationale, en 2015, on avait 4045 victimes indemnisées. Donc ça nous fait un montant de 140 € en moyenne pour indemniser les éleveurs chaque fois qu'il y a un loup qui tue une bestiole, même si les montants des indemnisations peuvent varier selon le type d'animal qui est tué. Et voilà, ça cause des dommages, puisque évidemment c'est des animaux sauvages et ils ont besoin de se nourrir, donc problème de prédation.
Alors, il y a une revue nationale qui s'appelle Infoloup, il y a un plan étatique qui est le plan loup, qui vise à donner des conseils aux éleveurs pour se prémunir des risques de prédation des loups. Ça transforme les espaces d'élevage en ce sens qu'il s'agit pour les pouvoirs publics et les éleveurs de favoriser l'implantation de chiens bergers pour protéger les troupeaux. Et donc, toujours dans cette dynamique historique de réintroduction du loup, on a aussi par symétrie une augmentation du nombre de chiens bergers, et on estime que leur nombre, ces chiens de protection, on en a introduit 1600 depuis 92. Et il y en aura une population qui est désormais supérieure à la population des loups. Donc c'est des contrées de plus en plus traversées par des canidés, soit que ce soit les loups, soit que ce soit ceux qu'on utilise pour les chasser. Ça, c'est l'un des effets que provoque cette augmentation de la population de loups. Et puis l'autre conséquence, qui est une source de réclamation pour les éleveurs, c'est qu'ils demandent à ce qu'on fasse des éliminations de loups plus fréquentes. Puisque l'élimination est interdite aux particuliers, c'est illégal, ça ne peut être fait que par les autorités publiques avec un accord préfectoral. Donc voilà, des indemnisations, je vous ai mis les chiffres, etc. Alors dans ces discours, je passe un petit doute, dans ces discours qui sont portés sur le loup et sur les nuisances qu'il cause, donc il ne faut pas sous-estimer la réalité, je pense l'avoir dit de manière assez claire, il est intéressant de comprendre qu'il y a aussi une part de jeu, pour ne pas dire de mensonge, qui est propagé dans les discours à l'encontre des dégâts du loup. Et il faut vraiment prendre ces propos avec une distance critique, à la fois parce qu'il y a des intérêts économiques en jeu, mais également à cause du sensationnalisme des médias qui sont très prompts justement à exploiter cet imaginaire un peu mythique de la figure du loup pour faire de la communication sensationnaliste et qui parfois sont en rapport avec les réalités du terrain. Donc on a un exemple d'un éleveur, d'un propriétaire plutôt, un propriétaire de troupeau qui avait déclaré que ces troupeaux étaient encernés par 6 meutes différentes de loups, alors que, comme nous dit l'auteur de l'article en bas de la page 10, un dénommé Bourron, qui fait un article là-dessus, en fait c'est impossible qu'il y ait eu 6 meutes de loups à cet endroit, parce que ils n'auraient pas eu les moyens de se nourrir tous s'ils avaient tous été à cet endroit-là, et puis les scientifiques qui les étudient ne trouvent qu'une seule meute à l'endroit en question. Donc il y a des éleveurs qui vont avoir intérêt à exagérer la menace qu'ils subissent, tout simplement parce que ça permet d'essayer de convaincre les pouvoirs publics, soit de leur donner plus de droits pour les abattre, avoir des autorisations de tir, soit pour avoir d'autres avantages, notamment des indemnisations. Et donc l'éleveur en question qui se plaignait d'avoir été décimé, ça a été repris dans un article de Ouest France qui parlait de carnage et d'hécatombe avec des centaines de brebis qui auraient été massacrées. Or, comme le explique Benamou dans un de ses articles de 2020, vérification faite sur les pertes répertoriées par la direction départementale des Hautes-Alpes, cet éleveur a perdu 2 brebis en 2020, 4 en 2019 et 0 en 2018 et 2017. Donc il exagère très très fortement le nombre de dégâts réels que peut causer la présence du loup. Et si cette personne-là exagère, c'est que c'est probablement pas la seule. Donc, ce qu'il faut comprendre du point de vue des intérêts économiques en jeu, c'est que l'invocation d'un loup est bien pratique pour essayer de récupérer des aides de l'État. Et en ce sens, le loup peut être aussi une ressource, y compris pour ceux qui sont des éleveurs et qui en subiraient potentiellement des dommages. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir un intérêt à mentir, en fait, et à faire passer des pertes de troupeaux comme résultant d'attaques de loups, alors qu'en fait, c'est des animaux qui se sont tués autrement. Donc, par exemple, Benamou nous rapporte dans un article de 2019 la plus grosse perte récente dans un troupeau, 88 brebis tombées dans un ravin, résultait d'une absence totale de gardiennage.
Donc il n'y avait personne pour les surveiller, parce que les propriétaires de troupeaux ne sont pas forcément les personnes qui les gardent, hein, ils emploient des bergers pour faire ça en général. Et des fois ils n'en emploient pas, ou ils n'en emploient pas de façon très continue, donc les troupeaux peuvent avoir des problèmes, mais c'est pas, elles se font pas tuer par le loup, quoi. Mais après, pour des raisons administratives et de financement, ça peut être une stratégie de faire croire qu'il y a eu des attaques de loup alors qu'il n'y en a pas, pour récupérer des subventions. Alors les manipulations ne sont pas seulement à l'œuvre pour des raisons purement, enfin sur le terrain purement financier. Les fédérations d'éleveurs qui veulent justement réduire la présence du loup ont développé une véritable stratégie de contre-propagande écologique. Et ça nous amène à un paradoxe qui est que, aussi bien du côté des défenseurs que des opposants à la présence du loup, les uns et les autres font valoir qu'ils se battent au nom de la préservation de la biodiversité. Alors les partisans du loup, comme j'ai dit dans la section précédente, ils disent que le loup c'est bien pour la biodiversité parce que ça régule la population et parce que ça peut nourrir d'autres espèces par effet de cascade, quoi. Mais les éleveurs disent que le loup est une menace pour la biodiversité parce que ça nuit à leurs activités de pastoralisme. Or, le pastoralisme, donc le fait d'amener des troupeaux qui mangent tout ce qu'ils trouvent, ça serait un moyen de contribuer à une riche biodiversité grâce à l'action des brebis qui maintiennent les paysages ouverts de montagne. Donc il y a un contre-discours qui veut retourner, si vous voulez, la légitimité écologique en disant non, c'est les bergers qui sont les vrais défenseurs de l'environnement parce que grâce à leurs troupeaux, on préserve le paysage des espèces invasives, etc. Donc il y a une bataille pour avoir la légitimité écologique, si vous voulez. Alors ce discours des fédérations d'éleveurs, il faut le prendre de manière critique, parce que le pastoralisme bovin, nous dit Farid Benamou dans ses travaux, tel qu'il est mené depuis quelques décennies, n'a pas forcément évolué vers une conduite écologiquement responsable. En effet, on a des troupeaux de plus en plus importants, parce que c'est un secteur économique qui est soumis à des pressions économiques très fortes, voire même à une crise, donc on a des effets de rationalisation, voilà. Donc des troupeaux de plus en plus importants, qui ne sont pas forcément gardés, comme je l'ai dit, ou pas forcément de manière continue. Les risques de surpâturage et de sous-pâturage deviennent élevés. Ces formes nouvelles de pastoralisme n'empêchent pas la fermeture des paysages, donc l'argument finalement écologique n'est pas forcément pertinent. Et on peut même aller jusqu'à dire que la présence de troupeaux en trop grand nombre dans certains espaces peut entraîner une érosion des parcours et une concentration des déjections. Donc c'est pas si utile que ça pour la nature, en tout cas d'avoir des grands attroupements d'animaux d'élevage. Et alors ce problème du surpâturage, il est aussi pointé par Michel Evin, qui était docteur en géomorphologie, donc qui étudie ces zones de pâturage. S'il y a surpâturage, les pâturages sont dégradés, les animaux en pâtissent, l'élevage plus encore. Le pastoralisme tel qu'il est pratiqué de nos jours, dit-elle, et plus particulièrement la transhumance ovine, ne s'inscrivent aucunement dans un plan de gestion responsable de la montagne et vont à l'encontre de la préservation des espèces végétales et des milieux naturels dont nous sommes redevables aux générations futures. Donc ce contre-discours, ce contre-feu écologique mis en place par les associations d'éleveurs pour justement contrer la présence du loup et se présenter comme les véritables défenseurs de l'environnement, il est assez critiqué quand même par les différents chercheurs que je viens de citer. C'est pas si vrai que ça comme argument. Alors, maintenant dans un grand 3, on va parler de la menace lupine comme volonté de permanence et de représentation identitaire. Alors, dans cette section, il va s'agir d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce qui crispe toutes ces personnes, qu'est-ce qui fait l'intensité des conflits autour du loup. Il faut resituer ces conflits dans un contexte de crise de la filière ovine en France. Alors j'ai pris l'exemple de Noëde, qui est une commune des Pyrénées-Orientales. Et sur cette estive, il y a une baisse des effectifs ovins qui sont passés de 3000 en 1940 à 1100 en 1996. Donc c'est déjà des chiffres un peu vieux, mais bon. Donc une commune marquée par l'exode rural qui a progressivement vidé la montagne et favorisé le regain de territoire par la forêt. Donc c'est bien ce que je vous ai dit au début sur le fait que c'est des loups qui peuvent s'implanter dans des zones qui se renaturalisent.
La situation financière et sociale des éleveurs n'a cessé de se dégrader depuis le milieu des années 80. Pour la majorité des exploitants éleveurs, le poste de gardiennage doit coûter le moins cher possible, voire disparaître. Le berger est un travailleur salarié qui subit fortement la logique de compression des coûts. Beaucoup d'entre eux, peu considérés par leurs employeurs, sont mal payés et travaillent dans des conditions techniques et sanitaires déplorables. Et donc, des fois, il y a même des cas où en fait, on se passe totalement de payer un berger, justement pour gagner de l'argent, avec les conséquences que ça peut avoir sur la perte des troupeaux et leur éventuelle attribution imaginaire à des loups qui les auraient tués. Alors, les difficultés économiques de ce secteur, bon, ça mériterait un exposé en soi, mais elles sont liées à la structure des aides financières de la politique agricole commune européenne, parce que cette PAC favorise les grandes exploitations agro-industrielles, et donc pas l'élevage de montagne qui concerne voilà, des quantités assez limitées. Alors, cet élevage de montagne, il est en crise, 80% du revenu des éleveurs provient de subventions. Donc c'est une activité qui est peu rentable et qui est portée à bout de bras par les pouvoirs publics. Et le bas prix du mouton vient notamment de la mondialisation, du libre-échange et de la concurrence, qui est déjà ancienne, qu'on pourrait faire remonter finalement au début du XXe siècle. Mais c'est beaucoup la Nouvelle-Zélande en fait, qui concurrence en France sur un certain nombre de viandes et de produits dérivés de l'élevage. Donc la concurrence de l'élevage néo-zélandais favorise la crise de ce secteur. Les cheptels sont de plus en plus grands et de moins en moins bien gardés. On essaie de réduire les frais par tous les moyens possibles pour tenir économiquement, etc., etc. Et alors c'est donc dans ce contexte de tension économique et de crispation qu'il faut comprendre le fait que le loup va progressivement être érigé en bouc émissaire avec des effets d'amplification médiatique. En effet, on va se focaliser sur ce problème-là, sur ce risque-là pour les troupeaux, alors que d'un point de vue un peu plus neutre et objectif, les maladies, les intempéries, les chiens divagants dont les attaques sont souvent passées sous silence sont des dizaines de fois plus meurtriers que le loup. Donc il y a d'autres causes qui peuvent nuire aux troupeaux qui ne sont pas finalement au centre des polémiques, et on se focalise spécialement sur le loup. Alors pourquoi sur le loup? Pourquoi a-t-il un rôle de bouc émissaire? Pour prouver à ceux qui en douteraient que cet effet bouc émissaire existe vraiment, il faut voir qu'il y a des mobilisations qui sont manifestées contre la présence du loup, y compris dans des territoires où il n'était pas présent. Donc c'est bien de la paranoïa, c'est-à-dire c'est bien le sentiment d'un danger qui est imaginaire. En fait. Donc on a cet exemple-là qui est arrivé dans les Cévennes. C'est toujours c'est un article d'un autre auteur. Maya Martin. Donc un article sur les mobilisations contre le loup dans les Cévennes, alors que aucun dégât sur le cheptel domestique n'est à ce jour signalé, et que la région n'est ni déclarée en zone de présence permanente, ni même zone de présence temporaire pour le loup. Pourtant, le loup est à l'origine de nombreuses mobilisations du monde pastoral, désireux de faire entendre son rejet de l'animal, comme en témoignent des manifestations publiques, ou même des événements de braconnage. Donc, on cherche un loup qui n'existe pas dans les Cévennes, signe d'un mécontentement qui se canalise sur un point de fixation particulier, qui n'est pourtant pas forcément la cause majeure ou principale des difficultés économiques de la filière. Et donc, si le retour du loup est mal accepté par les éleveurs, ce n'est pas seulement à cause des dommages réels qui peuvent être causés à leurs troupeaux, mais aussi parce que le retour du loup, le fait que le loup avait disparu et qu'il revient plus ou moins au cours de ces 30 dernières années, ça a pu participer à donner l'impression à ces personnes que la protection des espèces animales était devenue un enjeu plus important pour les pouvoirs publics que le maintien de l'activité agricole. On peut en effet lire la situation des éleveurs sous l'angle d'une domination politique doublée d'un déclassement social. En effet, comme je l'ai dit, ce sont les éleveurs des gens qui sont privés du droit de défendre leurs terres, puisque les tirs d'élimination des loups sont réservés à autorisation préfectorale et c'est effectué par des agents de l'État. Donc voilà, on leur interdit de porter les armes chez eux. Première source de vexation. Deuxième source de vexation, ce sont des populations qui se perçoivent comme délaissées et en voie de remplacement. Une angoisse qui a parfois atteint le stade de la théorie du complot.
Donc j'ai déjà parlé du cas des Cévennes où il y a des manifestations contre un loup qui n'existe pas, mais je passe à la suivante, je me suis un petit peu emmêlé dans ce que je voulais dire. Attendez, Enfin, en tout cas, bon, je le fais de mémoire, mais il y a des peurs, voilà, que le loup... il y a des théories du complot sur le loup qui se sont diffusées, en fait, qui viennent du fait que l'information, les premières informations sur la nouvelle présence du loup en France avaient été diffusées par des organes de presse qui n'étaient pas étatiques. Et donc, ça a favorisé la diffusion de la croyance qu'on essaie d'introduire le loup subrepticement sans consulter les populations, et que l'État, finalement, se préoccupait plus de leur préservation que des habitants. Donc voilà, il y a l'idée que le retour du loup a été déclenché volontairement par les pouvoirs publics, alors qu'en fait, pas du tout, hein, c'est un phénomène qui s'est produit spontanément. Ce qu'il faut voir aussi, dans ce qui peut expliquer l'angoisse et le malaise des populations d'éleveurs, c'est le fait qu'il y a un brassage sociologique qui s'est produit dans les territoires ruraux en question au cours des dernières décennies, et que les agriculteurs et les éleveurs, enfin les éleveurs sont compris dans les agriculteurs en termes statistiques, hein, suite aux évolutions géographiques de ces espaces, ils sont devenus minoritaires dans un monde où ils ont longtemps été majoritaires. Et donc, qui vivent encore plus mal l'introduction du loup parce que ça leur donne un sentiment, enfin, ça participe de leur donner le sentiment que le monde qu'ils ont connu n'existe plus et qu'ils n'ont pas le contrôle sur l'évolution du territoire dans lequel ils vivent. Donc là, je vous ai mis un graphique en début de page 16 sur les transformations de la structure de la population rurale, et ça nous montre que dès 1968, les actifs du secteur primaire, donc agricole, constituaient moins de 47% de la population rurale. Donc l'association d'idées qu'on a spontanément entre agriculture et emploi rural, elle est devenue fausse hein, depuis longtemps, mais ça n'a jamais été aussi vrai. Hein, si vous regardez les chiffres du tableau, voilà, la part de pourcentage de travailleurs agricoles dans l'ensemble des actifs, selon les zones, leur densité, tombe en dessous des 10%, quoi. Hein, entre 3 et 10% selon les espaces considérés. Donc on a des espaces ruraux où la présence d'employés, de cadres et d'ouvriers est devenue majoritaire par rapport aux agriculteurs. Ça crée un sentiment de dépossession et de déclin, et d'être entouré par des gens qui n'ont pas la même activité, qui n'ont pas la même représentation du monde, et donc sentiment d'isolement. On peut donc dire que les différentes stratégies conflictuelles autour du loup, et notamment les discours qui peuvent verser parfois dans la paranoïa ou la théorie du complot, s'avèrent révélateurs de tensions sous-jacentes dans le fonctionnement des espaces considérés. On a affaire à une situation de crise d'une profession qui est dépossédée du recours à la violence sur son territoire, et qui est dépossédée de son assise symbolique et de sa sécurité socio-économique. Elle n'est plus majoritaire et elle est en difficulté économique. Alors, grand 4, le loup comme problème public. Donc là, j'ai parlé des conflits, crispations, pourquoi on se focalise sur le loup, et à la fin des fins, ça finit par de l'acte de violence. Alors le loup en est donc venu à constituer un véritable problème public parce que ça entraîne différents types de violences. Donc la première violence à laquelle on peut penser, c'est évidemment celle qui est nécessaire pour limiter la population lupine, hein, avec les tirs qui sont effectués. Exemple, le 20 septembre 2020, un loup a été abattu au Val d'Ajol, dans les Vosges. Et ce qui est intéressant dans la description de cet événement dans les médias que j'ai pu consulter, c'est que l'article nous parle d'un loup qui se trouverait à proximité des habitations. Et alors je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, je n'ai pas étudié le coin en détail, mais moi quand je regarde l'image de paysage qui est présente, je me dis, ok, certes, le loup était à proximité des habitations, mais on aurait aussi pu avoir le point de vue inverse et se dire que c'est peut-être aussi les habitations qui sont proches de la forêt. Hein.
Et ça nous amène à une problématique qui peut expliquer pourquoi il y a des débats contemporains sur le loup qu'il n'y avait pas dans les décennies précédentes, qui est la problématique géographique de l'expansion urbaine et périurbaine. C'est-à-dire que plus on construit, et en France, on cesse d'avaler des bouts de terre chaque année pour construire de nouvelles habitations, plus les villes et les espaces périurbains s'étendent en France, plus de toute évidence, il y a des gens qui vont se trouver à proximité des endroits où vivent les loups. Donc c'est pas forcément les loups qui se rapprochent des villes, c'est peut-être les villes qui se rapprochent des loups, vous voyez. Donc au bout d'un moment, effectivement, ça va poser peut-être des problèmes de cohabitation, mais c'est pas forcément la faute des animaux. Alors, donc on a la question des éliminations légales, donc la violence pour s'en débarrasser, mais il y a aussi des violences qui tendent à être commises par les groupes qui sont en faveur ou en défaveur de la protection de cette espèce. On a des violences qui ont mis aux prises ces deux types d'acteurs. Donc par exemple, le 2 août 2020 à Tende, dans le Mercantour, un groupe d'éleveurs et chasseurs chauffés à blanc, dont certains visiblement alcoolisés, sont venus perturber, insulter les agents du parc national du Mercantour, organisateurs d'une projection de débat sur le loup, un film de Jean-Michel Bertrand. Donc ces manifestants sont intervenus de force dans la salle de projection. Je cite l'article, enfin le texte. Les nombreuses familles avec enfants présents dans la salle et la majorité du public en sont ressortis traumatisés. Les gendarmes qui sont arrivés après coup, après cette opération de censure de la projection du film, les gendarmes qui sont arrivés après coup ont laissé faire, alors que c'est un acte illégal d'empêcher la projection d'un film en France, quoi. Le maire de la commune, pourtant officier de police judiciaire, a même pris la parole pour dire son soutien à ces perturbateurs de l'ordre public. Voilà, donc il peut y avoir des violences qui surviennent dans ce contexte de mise en valeur par certains et de frustration que cause la présence du loup. Alors, on a aussi le cas inverse, qui est plus folklorique, mais que je trouve intéressant à mentionner sur les violences qu'entraîne la présence du loup. Il y a un dénommé groupe Lika qui, en 1993, a organisé un attentat dans la vallée de Vébuzy, en se disant frère des loups, donc un groupe pro-loup, qui menaçait de représailles toute personne s'attaquant à leur frère, entre guillemets. Donc il y a des défenseurs du loup en France, et il y a même des gens qui sont suffisamment exotiques, on va dire, pour organiser des attentats pour défendre les loups. Alors face à ces différents groupes de pression, on a des pouvoirs publics qui sont quand même en difficulté à de multiples échelles. Donc, ces difficultés des pouvoirs publics, ces maladresses, elles sont vraies notamment à l'échelle nationale, parce qu'on observe un problème de recoupement entre le périmètre des attributions du ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Environnement. Voilà, on ne sait pas très bien qui doit s'occuper de la préservation du loup et de ses enjeux. Ça cause des conflits de gestion interministérielle, et pour les gens qui veulent faire parvenir des requêtes au pouvoir public, voilà, apparemment ça semble entraîner des conflits d'attribution. Et puis, face à ces... alors j'avais parlé tout à l'heure des théories du complot, voilà, c'est ça l'élément que je ne retrouverai pas. En 1993, au moment de la réapparition du loup en France, c'est la revue écologique Terre Sauvage qui annonce publiquement le retour de l'espèce. Et le fait que ça a été annoncé par une revue et non pas par l'administration française a entraîné l'exaspération des acteurs du pastoralisme et a donné naissance à la rumeur selon laquelle la réapparition du loup n'est pas naturelle, mais qu'elle fait l'objet d'une réintroduction cachée. Donc là, on peut aussi dire que du point de vue des pouvoirs publics, il y a une forme de maladresse, parce que si c'était l'État qui avait communiqué en premier là-dessus, ça ne devrait pas alimenter la paranoïa de certaines personnes. Et enfin, troisième forme de difficulté des pouvoirs publics, le loup serait, selon les articles que je cite, révélateur des incompréhensions des spécificités du monde rural. Donc voilà, je cite quelques épisodes qui le montrent. Farid Benhamou, dans ses articles, nous dit que certains acteurs politiques donnent l'impression de découvrir le monde agricole à l'occasion
de ces protestations, de ces mobilisations autour de la question du loup, sans nécessairement saisir les enjeux économiques qui sont à l'origine finalement des tensions qui se crispent sur ce point particulier. Comme il semble dépassé ou peu informé sur la situation, il y a un certain nombre d'élus qui sont, alors ça c'est le point de vue de Benhamou, on peut ne pas être de son avis, mais selon lui, il y a un certain nombre d'élus qui sont à la remorque de revendications corporatistes simplistes, qui consistent à dire que finalement, bon, la solution c'est de toutes les buter. Donc il nous dit, les préfets font de plus en plus preuve d'un suivisme sans recul des groupes de pression agro-synergétiques et d'élus locaux, en raison de leur faiblesse de formation en lien avec l'environnement et d'autre part en raison des rapports de force qui ne reflètent pas les volontés des citoyens. Donc voilà, complaisance, faiblesse peut-être des pouvoirs publics qui donnent raison à un certain groupe de pression par rapport à d'autres, alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des acteurs locaux qui sont intéressés à la présence du loup, notamment le secteur touristique. Donc du point de vue de l'analyse géographique, on peut dire qu'on a un véritable conflit d'usage. Les géographes parlent de conflit d'usage lorsqu'il y a différents acteurs qui se battent pour l'utilisation d'un espace. Il y en a qui voudraient que l'espace de nature puisse servir au loup pour se balader pour des raisons environnementales ou économiques pour attirer des touristes. Et puis il y en a d'autres qui sont agacés, qui n'ont pas les mêmes intérêts, donc conflit pour le contrôle de l'espace. Alors parfois même ces pouvoirs publics sont englués dans un véritable laxisme par rapport à des actes de violence en fait, des actes illégaux qui peuvent être commis par certains acteurs de la filière. Donc on a un autre épisode en septembre 2015 où les syndicalistes de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ont séquestré le président, le directeur et un agent du parc national de la Vanoise, donc toujours en Savoie, en exigeant l'élimination de 5 loups en Savoie. Ils obtiennent non pas 5, mais 6 autorisations de tir du préfet, décision validée à l'époque par Ségolène Royal, qui est toujours dans les bons coups. Alors, Ségolène Royal qui était à l'époque ministre de l'écologie. Aucune poursuite n'est engagée pour séquestration d'agents de l'État. Et Benhamou fait ensuite un parallèle en nous disant que, à la même période quasiment, des syndicalistes de la CGT avaient séquestré 2 directeurs de l'usine Goudure d'Amiens dans le nord de la France, à l'annonce de la fermeture du site en 2014. Après des condamnations et des peines de prison ferme, les syndicalistes sont condamnés jusqu'à 12 mois de prison avec sursis. Donc la mise en comparaison de ces deux situations montre qu'il y a un véritable 2 poids 2 mesures sur la question, et qu'on est beaucoup plus prêt à céder du point de vue du pouvoir public à la violence d'organisations qui prétendent défendre les intérêts du monde rural, plutôt qu'à des représentations de syndicalistes des milieux ouvriers. Bon. Donc un 2 poids 2 mesures qui pose la question du respect de l'état de droit et de la non-partialité des pouvoirs publics. Alors je vous ai dit que je ne dépasserai pas l'heure, donc je vais quand même essayer de m'y tenir et conclure. Donc le but de cet exposé n'est pas tant de vous apporter la solution clé en main sur qui aurait raison ou tort en matière de présence du loup, mais plutôt d'essayer de comprendre, grâce à une analyse de type géographique, les différents enjeux et les dimensions de conflit d'acteurs que peut provoquer la présence du loup dans la France contemporaine, en quoi c'est révélateur des tensions et des problématiques qui traversent certains espaces ruraux, en quoi c'est un conflit pour l'usage de l'espace, donc un conflit qui a une dimension géopolitique à l'échelle locale. Pour conclure, on peut dire que le loup est pris dans des discussions qui le dépassent complètement. C'est devenu un point de fixation, mais comme je vous l'ai montré, qui est révélateur de tensions sous-jacentes et qui est finalement une sorte d'exutoire ou de bouc émissaire à ces problématiques. L'analyse de l'effet loup sur la société française donne une sorte de confirmation à l'ambivalence mythique attribuée à cet animal. Et là, je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Chandeau dans l'introduction de cet exposé. C'est vraiment un animal qui nous parle, qui nous fascine, à la fois parce qu'il semble proche de par son comportement social, et puis c'est comme le chien c'est familier, vous voyez, donc il y a une forme d'analogie, et en même temps c'est un animal qui a une dimension sauvage, potentiellement menaçante, ou en tout cas exotique. Donc un animal profondément ambivalent, qui suscite de la part de la société des réactions très contrastées, qui
qui mettent en jeu à la fois des représentations et des intérêts. Le loup suscite des peurs et des attentes complexes, car il engage la perception qu'ont les acteurs de leurs propres identités et de leur légitimité. Mais il met aussi en jeu des visions différentes de ce que devrait être l'avenir des espaces ruraux, qui sont désormais profondément divers, multifonctionnels, et marqués par des processus de citadinisation des activités et des représentations de la nature. Ce sont des espaces où la part des néo-ruraux ou des gens qui sont habitués à une mentalité urbaine tend à augmenter ou à être devenue majoritaire par rapport aux éleveurs, aux agriculteurs. Donc finalement, quel avenir pour ces espaces ruraux? Qu'est-ce qui est l'activité la plus légitime à préserver dans ces espaces? C'est le type de questionnement que soulève la question de la géographie du loup français. Je vous remercie.